15 août 1971. Le président américain Richard Nixon s'adresse à la nation. D'un ton calme, presque anodin, il annonce une mesure présentée comme temporaire. Une simple suspension de la convertibilité du dollar en or. Mais derrière ces mots techniques dont il se cache une détonation nucléaire financière. Ce soir-là, en moins de 21 minutes, un système monétaire qui avait assuré la prospérité mondiale pendant plus de 25 ans a été pulvérisé, sans consultation, sans préavis. Les États-Unis venèrent de commettre le plus grand défaut de paiement de l'histoire, répudiant leurs promesses sacrées faites au monde entier. La question n'est pas seulement de savoir comment ils ont fait, mais pourquoi. Quel secret, quelle panique a poussé la plus grande puissance mondiale à appuyer sur le bouton rouge économique? La réponse va bien au-delà de l'or. Elle redéfinira le pouvoir pour le siècle à venir. Pour comprendre le choc, il faut revenir en 1944. Le monde sort dévasté de la Seconde Guerre mondiale. À Bretton Woods, une petite ville du New Hampshire, les Alliés se réunissent pour construire un nouvel ordre économique mondial. L'objectif, éviter de répéter les erreurs du passé, le chaos monétaire et le protectionnisme qui avaient mené à la guerre. La solution fut un système d'une ingénieuse simplicité. Le dollar américain serait la monnaie de réserve mondiale et il serait la seule monnaie directement convertible en or à un taux fixe de 35 $ l'once. Toutes les autres monnaies, le franc français, le Deutsche Mark, la livre sterling, seraient alors arrimées au dollar. L'Amérique devenait de fait le banquier du monde et son coffre-fort, Fort Knox, la garantie ultime de la stabilité planétaire. Pendant près de 3 décennies, ce système a fonctionné. Il a alimenté les 30 Glorieuses, une période de croissance et de prospérité sans précédent. Le système de Bretton Woods était comme une paire de menottes en or pour les gouvernements. Il imposait une discipline de fer. Un pays ne pouvait pas simplement imprimer de la monnaie à volonté pour financer ses dépenses. Chaque dollar en circulation devait avoir une contrepartie physique, une fraction d'or dormant dans les coffres de la Réserve fédérale. Cette contrainte empêchait les dévaluations compétitives et maintenait l'inflation sous contrôle. C'était un monde où l'argent signifiait quelque chose de tangible, de réel. Le dollar n'était pas un simple bout de papier, c'était une promesse, un reçu pour une quantité fixe d'or. Cette promesse était le fondement de la confiance mondiale envers l'Amérique, le pilier sur lequel reposait toute l'architecture financière de l'après-guerre. Mais les promesses, surtout en politique, sont faites pour être rompues. Cette discipline dorée a commencé à peser lourdement sur les ambitions américaines dans les années 60. Le pays s'est engagé sur 2 fronts extrêmement coûteux. À l'étranger, la guerre du Vietnam devenait un gouffre financier sans fond. Sur le plan intérieur, le président Lyndon Johnson lançait son programme de grande société. Une expansion massive des programmes sociaux. Pour financer cette double ambition, il n'y avait que 2 options. Augmenter massivement les impôts, ce qui était politiquement suicidaire, ou imprimer de l'argent. L'Amérique a choisi la facilité. La planche à billets de la Réserve fédérale a commencé à tourner à plein régime, inondant le monde de dollars. Mais chaque nouveau billet vert, imprimé, diluait la promesse initiale. Il y avait de plus en plus de dollars en circulation pour une quantité d'or qui, elle, ne bougeait pas. Le reste du monde n'était pas dupe. Les banques centrales étrangères, en particulier en Europe, voyaient leurs réserves de dollars enfler démesurément. Ces dollars perdaient chaque jour un peu plus de leur valeur réelle. Un homme, en particulier, a vu le danger et a décidé d'agir. Le président français Charles de Gaulle. Profondément méfiant de ce qu'il appelait le privilège exorbitant de l'Amérique, il a compris que les États-Unis finançaient de leur déficit sur le dos de leurs alliés. Pour lui, l'or était la seule vraie monnaie, un symbole de souveraineté nationale face à l'hégémonie du dollar. Il a donc décidé de prendre l'Amérique au mot. Il allait tester la promesse de Bretton Woods. Et il allait le faire avec panache, déclenchant une crise qui allait secouer Washington. En 1965, lors d'une conférence de presse restée célèbre, De Gaulle annonce publiquement que la France n'acceptera plus d'être payée en dollars pour ses excédents commerciaux. Il exige de l'or, du vrai métal sonnant et trébuchant. C'était une déclaration de guerre économique. Pour joindre le geste à la parole, il va jusqu'à envoyer un navire de guerre, le croiseur Colbert, traverser l'Atlantique jusqu'à New York pour y charger les lingots d'or dus à la France. L'image est dévastatrice pour les États-Unis. D'autres pays, comme l'Allemagne de l'Ouest, emboîtent le pas, mais de manière plus discrète. Une lente hémorragie commençait à vider les coffres de Fort Knox. Le stock d'or américain, qui représentait près de 70% des réserves mondiales en 1945, fondait comme neige au soleil. La situation est devenue critique au début de l'année 1971. L'hémorragie s'est transformée en déluge. En juillet, la Suisse a retiré l'équivalent de 50 millions de dollars en or. La France a suivi avec près de 200 millions. Mais le coup de grâce est venu d'un allié inattendu, le Royaume-Uni. Début août,
L'ambassadeur britannique à Washington a présenté une demande formelle pour convertir 3 milliards de dollars en or. C'était la goutte d'eau. 3 milliards de dollars, c'était une part énorme des réserves restantes. L'administration Nixon a compris que le jeu était terminé. S'ils honoraient la demande britannique, cela déclencherait une panique mondiale. Tous les autres pays se précipiteraient pour réclamer leur dû avant que les coffres ne soient vides. Fort Knox était au bord de la faillite. Face à cette crise existentielle, le président Nixon a convoqué une réunion secrète le vendredi 13 août 1971. Le lieu, Camp David, la retraite présidentielle, isolée dans les montagnes du Maryland, loin des oreilles indiscrètes de Washington. Autour de la table, une quinzaine de ses plus proches conseillers économiques et politiques. Parmi eux, le secrétaire au Trésor, John Connally, et un jeune sous-secrétaire du Trésor alors peu connu, Paul Volcker, futur président de la Réserve fédérale. L'ambiance était lourde, tendue. Pendant 3 jours, ils ont débattu de l'avenir du monde. Les options étaient limitées. Ils pouvaient soit laisser le système s'effondrer dans le chaos, soit prendre une décision radicale, unilatérale et audacieuse. C'est là, dans le secret d'un week-end, que le sort de l'économie mondiale a été scellé. Au cœur des délibérations se trouvaient des philosophies radicalement opposées. Certains, comme Arthur Burns, alors président de la Réserve fédérale, plaidaient pour une solution négociée, une dévaluation contrôlée du dollar en accord avec les partenaires internationaux. Il craignait qu'une action unilatérale ne brise la confiance et n'isole l'Amérique. Mais une voix plus forte et plus brutale s'est imposée, celle de John Connally. Ancien gouverneur du Texas, Connally était un pragmatique impitoyable. Pour lui, la diplomatie était une perte de temps. Il a prononcé une phrase qui est entrée dans la légende de la géopolitique économique « Le dollar est notre métier, est notre monnaie, mais c'est votre problème ». Cette phrase résumait la nouvelle doctrine américaine, la fin de la coopération, le début de la confrontation. L'Amérique allait utiliser la puissance du dollar comme une arme, et non plus comme un outil de stabilité mondiale. Nixon, politicien avant tout, a été séduit par l'approche agressive de Connally. Il voyait une opportunité de transformer une crise humiliante en une démonstration de force. Mettre fin à la convertibilité en or permettrait non seulement de stopper l'hémorragie des réserves, mais aussi de libérer l'Amérique de ses contraintes. La Réserve fédérale pourrait imprimer autant de dollars que nécessaire pour financer le gouvernement et stimuler l'économie, juste à temps pour sa campagne de réélection en 1972. La décision fut donc prise. Le dimanche soir, le 15 août, Nixon est revenu à la Maison-Blanche et a enregistré son discours à la nation. Il savait que ses paroles allaient provoquer un séisme, mais il était convaincu de ne pas avoir le choix. Il allait blâmer les spéculateurs internationaux et présenter sa décision comme une mesure pour protéger le travailleur américain. Le discours lui-même est un chef-d'œuvre de communication politique. Nixon n'a jamais dit « nous mettons fin à l'étalon or ». Il a utilisé une formulation bien plus douce « je donne l'ordre au secrétaire Connally de suspendre temporairement la convertibilité du dollar en or ». Le mot-clé était « temporairement ». C'était un mensonge délibéré, conçu pour amortir le choc et donner l'impression que la mesure pourrait être inversée. Mais tous les experts financiers du monde ont compris instantanément. Le lien était rompu et il ne serait jamais rétabli. Le guichet de l'or, comme on l'appelait, était fermé pour de bon. Le monde venait d'entrer, sans le savoir, dans une nouvelle ère, celle de la monnaie fiduciaire, ou fiat money, un monde où l'argent n'est plus adossé à rien de tangible. La réaction mondiale fut instantanée et chaotique. Le lendemain matin, les marchés financiers du monde entier sont restés fermés. Personne ne savait comment évaluer la valeur d'une monnaie par rapport à une autre. Lorsque les marchés ont finalement rouvert, ce fut la panique. Les monnaies flottaient les unes contre les autres, pour la première fois depuis des décennies, leur valeur changeant à chaque seconde. Les alliés de l'Amérique étaient furieux. Ils se sentaient trahis. Ils détenaient des milliards de dollars qui, du jour au lendemain, n'étaient plus une créance sur de l'or, mais de simples morceaux de papier dont la valeur dépendait entièrement de la bonne foi du gouvernement américain. Un gouvernement qui venait de prouver que sa parole ne valait pas grand-chose. Le monde avait perdu son encre monétaire. Le navire de l'économie mondiale était désormais à la dérive en pleine tempête. Mais qu'est-ce que la monnaie fiduciaire, ce nouveau système imposé au monde par le choc Nixon ? C'est très simple, le mot fiat vient du latin et signifie qu'il soit fait. Une monnaie fiduciaire est une monnaie que le gouvernement déclare comme ayant cours légal, mais qui n'est pas adossée à un bien physique comme l'or ou l'argent. Sa valeur ne repose que sur une seule chose, j'ai la confiance. La confiance que les autres l'accepteront en paiement.
La confiance que le gouvernement qu'il émet ne va pas en abuser en imprimant des quantités infinies. En coupant le lien avec l'or, Nixon a libéré les banques centrales du monde entier de leur chaîne. Elles pouvaient désormais créer de la monnaie à partir de rien, par un simple jeu d'écriture comptable. C'était la porte ouverte à une nouvelle ère de dette et d'inflation. Les conséquences de cette nouvelle ère ne se sont pas fait attendre. Les années 70 ont été marquées par la stagflation, un phénomène économique que l'on croyait impossible. Une combinaison de stagnation économique et de forte inflation. Le pouvoir d'achat du dollar s'est effondré. Les prix du pétrole ont explosé. Le monde a connu une décennie de troubles économiques et sociaux. Sans la discipline de l'or, les gouvernements du monde entier ont succombé à la tentation de dépenser sans compter, finançant leur déficit par la création monétaire et la dette. La dette mondiale, publique et privée, a commencé une ascension exponentielle qui ne s'est jamais arrêtée depuis. Le choc Nixon n'a pas seulement changé la nature de l'argent, il a fondamentalement modifié la relation entre les citoyens, leur gouvernement et l'économie. Cependant, une question cruciale demeure. Si le dollar n'était plus adossé à l'or, qu'est-ce qui garantirait son statut de monnaie de réserve mondiale ? Pourquoi les autres pays continueraient-ils à l'utiliser et à le détenir ? L'administration américaine avait besoin d'un nouveau pilier pour soutenir l'hégémonie du dollar. Ils avaient besoin de forcer le monde à avoir besoin de dollars, même sans la promesse de l'or. La solution a été trouvée non pas dans les coffres d'une banque, mais sous le sable du désert. Le plan était aussi brillant que cynique. Il s'agissait de lier le dollar non pas à l'or jaune mais à l'or noir, le pétrole. C'est la naissance du système pétrodollar, le véritable secret, qui a permis au dollar de survivre et de prospérer après 1971. Le mécanisme était le suivant. Les États-Unis ont conclu un accord secret avec l'Arabie Saoudite, le plus grand producteur de pétrole au monde et leader de facto de l'OPEP. L'accord était simple. En échange de la protection militaire américaine et de la vente d'armes, l'Arabie Saoudite s'engageait à deux choses. Premièrement, elle devait vendre son pétrole exclusivement en dollars américains. Deuxièmement, elle devait investir ses excédents de pétrodollars dans des bons du Trésor américain, finançant ainsi la dette des États-Unis. Comme l'Arabie Saoudite a imposé cette règle à l'ensemble de l'OPEP, tout pays dans le monde qui voulait acheter du pétrole devait d'abord se procurer des dollars américains. Cela a créé une demande artificielle, massive et permanente pour la monnaie américaine. Le système pétrodollar a été un coup de génie géopolitique. Il a effectivement remplacé l'étalon or par un étalon pétrole. L'or est un actif rare et difficile à contrôler. Le pétrole est une ressource dont le flux peut être contrôlé par des alliances militaires et politiques. En liant le dollar au pétrole, les États-Unis ont assuré leur domination pour les décennies à venir. Ils pouvaient imprimer autant de dollars qu'ils le voulaient, car il y aurait toujours une demande mondiale pour acheter la ressource la plus vitale de l'économie moderne. C'est ce système qui explique pourquoi des pays qui n'ont que peu de relations commerciales avec les États-Unis détiennent pourtant des réserves massives de dollars. Ils n'ont pas le choix. Pour faire le plein d'énergie, ils doivent d'abord faire le plein de billets verts. L'un des plus grands bénéfices pour les États-Unis de ce nouveau système est ce que l'on appelle le privilège exorbitant. Comme le monde entier a besoin de dollars, les États-Unis peuvent acheter des biens réels, des voitures, de l'électronique, des matières premières, en payant avec de la monnaie qu'ils peuvent créer à volonté et à un coût quasi nul. Ils peuvent également s'endetter dans leur propre monnaie sans craindre de faire faillite, car la demande pour leur dette est constante. C'est comme avoir une carte de crédit sans limite de dépenses, dont les factures notamment sont payées par le reste du monde via l'inflation et la dévaluation. Ce privilège a permis aux États-Unis de maintenir un déficit commercial et budgétaire chronique pendant des décennies, finançant un niveau de consommation et de dépenses militaires qu'aucun autre pays ne pourrait se permettre. Ce système de monnaie fiduciaire, basé sur la dette et soutenu par le pétrodollar, a également rendu le monde beaucoup plus instable. Sans l'encre de l'or, le système financier est devenu un casino géant. La création de crédits sans limite a alimenté une série de bulles spéculatives de plus en plus grandes et dangereuses. La crise des savings and loans dans les années 80, la bulle Internet en 2000. Et bien sûr, la crise des subprimes en 2008 qui a failli faire s'effondrer l'ensemble du système financier mondial. Chaque crise est résolue de la même manière, en injectant encore plus de liquidités, en créant encore plus de dettes, préparant ainsi le terrain pour la prochaine crise, encore plus grande. C'est un cycle sans fin, une conséquence directe de la décision prise en ce week-end d'août 1971. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, nous vivons toujours dans l'ombre du choc Nixon. Le système qu'il a créé a atteint ses limites. Les dettes publiques mondiales sont à des niveaux astronomiques, bien au-delà de tout ce qui a été vu dans l'histoire, même en temps de guerre. Les banques centrales sont piégées, incapables de remonter les taux d'intérêt sans provoquer l'effondrement de l'économie.
et incapable de continuer à imprimer sans créer une hyperinflation. La confiance, le pilier unique de ce système, s'effrite. Les citoyens du monde entier voient leur pouvoir d'achat diminuer et commencent à chercher des alternatives. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la montée en puissance de l'or comme valeur refuge et l'émergence des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Le Bitcoin en particulier est souvent présenté comme une réponse directe aux failles du système fiduciaire. Il est décentralisé, hors du contrôle des gouvernements et des banques centrales. Sa quantité est limitée par son code à 21 millions d'unités, ce qui en fait un actif déflationniste, à l'opposé du dollar qui peut être imprimé à l'infini. Il est en quelque sorte un retour à une forme de discipline monétaire, une sorte d'or numérique. De même, de plus en plus de banques centrales, notamment en Chine et en Russie, accumulent massivement de l'or physique. C'est un signe qu'elles se préparent tel à un monde où le dollar ne serait plus le roi incontesté. Ces pays cherchent à se dé-dollariser pour échapper à l'emprise de Washington. Le système pétrodollar lui-même est menacé. Des puissances émergentes comme la Chine, la Russie, l'Inde et le Brésil, regroupées au sein des BRICS, cherchent activement à commercer dans leur propre monnaie en contournant le dollar. La Chine a lancé des contrats à terme sur le pétrole libellé en yuan et convertibles en or. La Russie exige d'être payée pour son gaz en roubles. L'hégémonie du dollar, qui semblait éternelle, est aujourd'hui remise en question de toutes parts. Nous assistons peut-être aux premières secousses d'un nouveau tremblement de terre monétaire, un choc Nixon inversé, où le monde se débrancherait du dollar. Les conséquences d'un tel événement seraient encore plus profondes que celles de 1971. Le 15 août 1971 n'était pas la fin d'une histoire, mais le début de la nôtre. La décision de Richard Nixon a déclenché une expérience monétaire à l'échelle planétaire dont nous sommes tous les cobayes. Elle a permis des décennies de croissance alimentée par la dette, mais a créé un système intrinsèquement instable et inégalitaire. L'argent, autrefois un instrument de mesure de la valeur, est devenu un instrument de pouvoir politique. Aujourd'hui, les fissures de cet édifice sont visibles pour tous. La question n'est plus de savoir si ce système va changer, mais quand et comment. Assisterons-nous à un effondrement chaotique ou à une transition négociée vers un nouvel ordre monétaire mondial? L'histoire n'est pas terminée. Elle s'écrit sous nos yeux. Pensez-vous que nous assisterons de notre vivant à la fin du dollar comme monnaie de réserve mondiale? Partagez votre opinion dans les commentaires.